partout. OK, on va passer Voilà. à la communication suivante. Bravo. Et on va repartir au Tchad. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, mes chers consoeurs, chers confrères, j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter le résultat de nos missions de formation à la cellule chirurgie à Djamena, au Tchad. Ces missions ont commencé en 2017 par un premier séjour d'exploration et de faisabilité de cette chirurgie sous l'autorité de Chirurgie Solidaire et de son président ici présent. L'équipe que vous voyez à l'écran, c'est la dernière équipe de 2024 qui a donc séjourné 2 semaines à Djamena pour cet enseignement. Rien n'aurait pu être fait sans la présence de ce monsieur, ce professeur Choua ici présent, car c'est lui qui nous a facilité la tâche, nous a aidés de sa chaleureuse amitié et de son efficacité. Il était présent à toutes les missions et nous a vraiment aidés dans toutes nos actions. Alors, ces missions, personnellement, j'en ai réalisé 4 successives, 4 fois 2 semaines, et en particulier à l'hôpital général de référence nationale, qui est le plus grand hôpital de Djamena, celui qui reçoit 80% des urgences, mais aussi toutes les autres pathologies. C'est un hôpital très vaste, qui reçoit toutes les pathologies, je viens de le dire, et qui fonctionne H24, comme tous les hôpitaux, et en particulier pour les urgences, qui sont des urgences assez fréquentes à Djamena, qui sont les plaies par arme blanche. Voici la salle d'opération et plus particulièrement la colonne qui est en place, qui est une colonne Storz, qui, comme vous pourrez le noter, n'est pas de dernière génération. Mais si elle n'est pas de dernière génération, elle est pourtant efficace et largement utilisée. La magnifique bouteille rouge que vous voyez devant est une bouteille de CO2. C'est-à-dire que ça nous donne les meilleures chances de ne pas tomber en panne de gaz pendant l'intervention, ce que j'ai connu bien des fois en France et ailleurs. Elle a un autre avantage, cette bouteille de gaz, parce que c'est du CO2 et ce n'est pas vraiment du CO2 médical. C'est du CO2 qui vient de la brasserie voisine où on fabrique la célèbre bière de Djamena, la Gala, que je vous conseille, qui est excellente et qu'on consommait largement le soir. Voici le matériel d'anesthésie. Alors, moi, je ne suis pas très fort en anesthésie, mais je suis accompagné par le docteur Gilles Legrand, qui est présent dans la salle et qui pourra éventuellement répondre à vos questions. Je peux vous dire que l'espèce de chose noire qui est sous le plateau, là, c'est l'extracteur d'air qui fonctionne finalement assez bien. Alors, quels étaient nos buts et qu'avons-nous réalisé? Les buts, c'était l'enseignement de la celluliochirurgie avec le matériel qui était sur place. Ça a commencé bien sûr par un enseignement pratique sous la forme d'un classique compagnonnage au bloc opératoire, en présence, là encore, mais je vais le citer bien des fois, du professeur Choua et de ses élèves. On jouait souvent à guichet fermé. On était obligé de refuser du monde dans la salle. Ce compagnonnage a porté ses fruits progressivement et on a pu former plusieurs jeunes chirurgiens à la celluliochirurgie. Voici le docteur Legrand dans ses œuvres, en train d'expliquer à ses collègues et aux infirmiers anesthésistes le maniement du capnographe, si je ne me trompe pas. Et voici notre fait incontournable. Je veux parler de Brigitte Dizien, IBOD, qui m'a accompagné dans 3 missions dans ce pays et dans d'autres missions ailleurs, et qui est une IBOD absolument nécessaire parce qu'elle est d'une efficacité redoutable quant à la mise en place du matériel, de son entretien. Et vous savez comme moi que la celluliochirurgie est une chaîne qui n'est solide que par tous ses maillons. Et là, tous ces maillons, elle s'en occupait.
d'une part du matériel. Chaque année, on recommençait, on refaisait la colonne Célio, on vérifiait le fonctionnement. Et puis surtout, elle s'occupait de la formation du personnel du bloc, personnel paramédical, aux techniques de célochirurgie auxquelles il n'était pas du tout entraîné. En dehors du compagnonnage au bloc opératoire, on voit ici, décidément, on le voit partout, le professeur Choua, lors d'un staff avec les jeunes chirurgiens, pour expliquer l'intérêt de cette chirurgie et discuter les dossiers des futurs opérés. Cet enseignement, il se faisait aussi aux étudiants, aux internes, et à l'image, on a le successeur, ou plutôt le premier assistant du professeur Choua, qui s'appelle le docteur Moussa, qui est actuellement l'opérateur principal à Jamina pour l'hôpital général. Donc, ces cours étaient dispensés aux internes et à qui voulait venir. Alors, on ne voit pas la salle à gauche, mais elle est pleine, hein, je vous rassure. Ici, le docteur Legrand, entouré de l'équipe d'anesthésie, qui était là aussi très volontaire, mais on va en reparler, très motivé par l'apprentissage de ces techniques liées à la celluliochirurgie. Alors, de toutes ces expériences, il y a eu 6 missions de 15 jours. On retrouve des aspects très positifs. D'abord, l'accueil global. L'accueil global, je veux dire l'accueil de tous les intéressés, médecins, paramédicaux et autres, tous nous ont fait un accueil extrêmement favorable. Le matériel, vous venez de le voir, c'est un matériel qui n'est pas de dernière génération, je viens de vous le dire, mais qui est quand même très efficace, qui est largement utilisé. Les équipes médicales et paramédicales motivées, c'est le moins qu'on puisse dire. Les salles d'opération, lors d'une celluliochirurgie, tenaient plus du métro à 6 heures que d'autres choses. Et puis, il faut citer aussi nos très bonnes conditions d'hébergement. Nous étions dans un hôtel, il faut le dire quand même, en humanitaire, c'est important de pouvoir bien se reposer et de pouvoir faire des journées complètes. Enfin, et je l'ai dit au début, ces missions sont pérennes depuis 2017 avec une phase transitoire d'arrêt liée à la présence de la Covid. Alors, des difficultés, il y en a eu. Hein. Il y en a eu beaucoup même, on peut dire. Alors, ces difficultés, ça commence par le premier regard qu'on a sur le bloc opératoire en entrant et que ceux qui travaillent en Afrique ou ailleurs connaissent assez bien. C'est-à-dire que c'est des locaux qui sont quand même très vétustes. On va en parler plus loin parce que les choses sont en train de s'arranger. Et vous avez à gauche le bac de lavage du matériel et à droite le bac de lavage des mains. Là, on est dans la zone dite de stérilisation. Là aussi, les locaux sont vétustes. La stérilisation chère à Brigitte Dizien, notre libode, est pour le moins défectueuse, mais on a pu finalement s'en sortir sans la présence d'un autoclave qui était hors service. Donc, ce matériel a été remis au goût du jour, les boîtes ont été refaites et ça a fini par fonctionner. Comme l'a dit mon ami Lagautrière là, récemment, un des problèmes de la celluliochirurgie, c'est la disposition des consommables, aussi bien en chirurgie qu'en anesthésie. En chirurgie, ce sont bien sûr les clips pour les cholécystectomies par cystoscopie, les endoloupes et autres ligatures dont on disposait de façon réduite. Et puis, il y a un problème de coût, effectivement, d'approvisionnement et de coût, qui est toujours une grande difficulté au sein des administrations hospitalières, parce qu'on va voir qu'il n'y avait pas que celle-là. Enfin, j'ai mis la réinitialisation à chaque mission. Je dois dire que à la troisième mission, j'étais un petit peu dépité. J'en ai parlé à Bernard Guérin et à Daniel Talin et je leur ai dit, je crois que je vais arrêter parce que j'ai l'impression que tous les ans, quand je reviens, je recommence la même chose. Je leur réenseigne les mêmes choses et c'est particulièrement difficile. Eh bien, les choses ont changé puisqu'en 2024, lorsque nous sommes arrivés, la celluliochirurgie était de pratique courante dans le bloc opératoire avant notre arrivée et ça nous a libérés vers d'autres hôpitaux dont je vais vous parler plus loin. Alors, les autres hôpitaux, ben, par exemple, ça, c'est l'hôpital de la Renaissance. C'est une jeune chirurgien ou chirurgienne de la Renaissance avec qui on a travaillé, qui est une femme extrêmement efficace. Mais malheureusement, la collaboration entre les différents hôpitaux de N'Djamena n'est pas d'une très grande fluidité.
Alors, au fil de l'émission, on a découvert, et plus particulièrement cette année 2024, les autres hôpitaux de Djamena. Je viens de vous parler de l'hôpital général de référence nationale, HGRN, qui est donc l'hôpital principal de Djamena, qui s'ouvre à tous les patients, absolument à tous les patients. Voici un autre hôpital, alors là, on change complètement de registre. Là. Ça, c'est l'hôpital de la Renaissance. Déjà, l'aspect extérieur est indicatif, mais en plus, lorsqu'on pousse la porte de cet hôpital, on est chez soi, on est chez nous, ici, en France, en Europe. Les locaux sont neufs, récents, bien entretenus, un bloc opératoire parfaitement équipé avec des matériels très récents, et c'est extrêmement tentant de travailler dans ce type d'établissement. Mais cet hôpital souffre aussi de quelques difficultés. L'hôpital confessionnel du Bon Samaritain, professeur Choua, on a parlé tout à l'heure, c'est un hôpital qui est un petit peu en dehors de la ville, un petit peu excentré sur le bord du Chari, qui est le fleuve donc de Jamena. Et cet hôpital, c'est un hôpital confessionnel qui a des petits moyens, mais c'est quand même un CHU qui est raccordé d'ailleurs à l'hôpital général de référence nationale. Et nous l'avons visité pour voir la faisabilité de la chirurgie dans cet établissement. Ça n'a pas été concluant. Ça n'a pas été concluant parce que les moyens sont beaucoup trop limités et surtout, par exemple, il n'y a pas de médecin anesthésiste. Seuls des infirmiers anesthésistes sont présents et le matériel, en particulier les tables d'opération, ne permettait pas cette chirurgie. Ça, c'est l'hôpital Mère-Enfant que nous avons découvert l'année dernière véritablement et qui a donné lieu à une première mission en mars 2025, c'est-à-dire il y a une quinzaine de jours. Et mes deux camarades qui sont ici sont allés et sont rentrés il y a environ 8 jours. Je vais en parler un petit peu plus loin. Au terme de 6 missions, de 15 jours, la GRN, la celluloscopie est de pratique courante. On y pratique donc la cholécystectomie, les interventions, bien sûr, d'exploration, les appendicectomies lorsqu'on dépose des endoloupes, mais on peut aussi, et vous le savez, pour les plus anciens, qu'on peut aussi faire une appendicectomie sans endoloupe. On a tous appris à extraire l'appendice par le trou de Trocard et à le lier en dehors de l'abdomen. Ça ne marche pas si mal. L'hôpital de la Renaissance, qu'on a vu, cet hôpital moderne, récent, est en voie d'autonomisation sur le plan de la celluliochirurgie, mais souffre encore de quelques défauts et en particulier de fluide. On a découvert avec surprise que l'air n'était pas disponible. Donc, il n'y a pas d'air dans le bloc opératoire et les patients sont endormis et réveillés à l'oxygène. Le Bon Samaritain, j'en dis quelques mots, c'est un hôpital qui est équipé de moyens limités et qui pour l'instant n'est pas prêt pour cette chirurgie, mais on va l'aider probablement dans les années qui viennent sur le plan de la chirurgie essentielle. Enfin, l'hôpital Mère-Enfant, c'est le véritable espoir d'avenir de cette chirurgie celluloscopique. L'avenir précisément, alors à la GRN, on revient à l'hôpital général où nous avons travaillé le plus souvent. Ça, c'est un bloc opératoire qui est à la GRN. Malheureusement, ce n'est pas le bloc que nous occupions. J'ai appris aujourd'hui qu'il avait été décidé, je viens d'en parler avec le professeur Choua, qu'un nouveau bloc opératoire serait construit et que nous allions bénéficier, et je crois que c'est aujourd'hui que ça a été décidé, de la présence d'une deuxième colonne Célio d'origine italienne. Pour ce qui concerne la Renaissance, eh bien, là, il faudra rétablir de bonnes conditions pour l'anesthésie. Ce sera le travail du MAR, du médecin anesthésiste, pour les prochaines missions. Et puis, il faudra s'entendre avec l'administration, ce qui est le cas. On a reçu en 2024 un accueil des administrations de ces 4 hôpitaux excellents. Le Bon Samaritain, je vous en ai parlé, je n'insiste pas. Alors, parlons de l'avenir à Djamena, du travail qu'on aura à faire avec chirurgie solidaire. J'allais faire un lapsus avec l'humanitaire, c'est chirurgie solidaire, je confirme. Oui. C'est un grand hôpital, très grand hôpital, où sont pratiquées plus de 10 000 naissances par an, avec 5 médecins gynéco-obstétriciens, beaucoup de moyens en matériel, 3 colonnes vidéo neuves d'origine chinoise. Et surtout, cet hôpital est animé par un directeur, lui-même chirurgien, qui a fait preuve d'une volonté, d'un dynamisme extraordinaire. Il nous a dit dans son bureau,
je demande et j'obtiens. Je n'avais jamais entendu ça. Donc, nous avons fait récemment, dans cet hôpital, une mission de 8 jours d'évaluation. Et mes deux camarades qui sont présents ici pourront éventuellement vous en parler. Alors, l'heure est venue aux remerciements. Les remerciements, ils vont d'abord et encore une fois au professeur Choua et à son équipe, car il a été présent dans tous les cas, je vous rappelle, et dans toutes les visites des différents hôpitaux. Mais le professeur Choua à N'Djamena, c'est le loup blanc, tout le monde le connaît. On a été ici aidé l'année dernière par l'ambassade de France, mais oui, et particulièrement par M. Florentin Bruandet, qui représentait l'ambassade et qui nous a aidés financièrement lors de la précédente mission de 2024. Vous le voyez là en bras de chemise, tenue de bloc décontracté, pour assister à une cholécystectomie par célioscopie. Et puis, nous avons eu la chance aussi, grâce encore une fois au même professeur, à être écoutés, attendus par le ministre des Affaires sanitaires, ministre de la Santé de l'État tchadien, que vous voyez en haut et à gauche, et nous avons été reçus en séance plénière pour nous exprimer. Ce ministre était tellement enthousiaste qu'il a dit qu'il fallait répandre la cellulose-chirurgie partout au Tchad. On l'a un petit peu freiné en disant on va déjà quand même essayer de faire ça bien dans les hôpitaux où nous sommes à N'Djamena. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'étais très heureux de vous faire votre question. Merci, c'était extrêmement clair et plein d'optimistes. Moi, personnellement, je suis très optimiste. Euh, Merci en tout cas de votre accueil. On va prendre 2 questions et en fin de séance, ceux qui auront des questions, n'hésitez pas. Moi, j'ai une question technique. J'étais curieux de savoir comment vous enseignez la confection du pnéo-péritoine. Est-ce que vous enseignez plutôt les open cellio ou l'aiguille de Verès? Parce qu'on sait que c'est peut être lié à des accidents. Alors moi, je suis un vieux chirurgien. Je faisais ça à la VRS. J'ai appris comme ça. Je l'ai fait pendant de nombreuses années comme ça. Et puis, au début, effectivement, à N'Djamena, j'ai enseigné avec l'aiguille de Verès. Et puis maintenant, on fait que de l'open. Est-ce que vous pensez que c'est plus sûr? Je parle des patients standards, bien sûr, hein. Alors, non seulement je pense que c'est plus sûr, mais enfin, toutes les études l'ont montré. Euh, si, toutes les Bon. études. Et c'est moins cher. Alors, Alors ça, c'est un argument, mais quand on a fait les recommandations pour le pnéo-péritoine en France, qui a été validé par la HAS, les bonnes pratiques, on n'a jamais réussi à montrer. Enfin, c'était pas le sens de ma question d'ailleurs, hein. C'était plus dans ces situations-là, qu'est-ce qui vous paraissait le mieux? Voilà. alors moi, sans aucun doute, maintenant, c'est l'open Celio qui donne la meilleure garantie. Alors, j'ai eu deux casquettes, je suis viscéral et vasculaire, et j'ai eu l'occasion de réparer 3 plaies vasculaires liées aux 3 quarts de celliochirurgie, une plaie de l'aorte, 2 plaies des iliaques. À chaque fois, c'était sur la chirurgie fermée, il n'y avait pas d'open celio. Je vous confirme que la littérature ne montre aucune différence. Je pense qu'il faut, C'est cette question pour prendre parti. J'ai posé cette je pense qu'il faut, pédagogie. il faut maîtriser les 2 techniques. Disons que, oui, voilà, non, Voilà, c'est intéressant de savoir sur le plan pédagogique ce qui vous paraît le mieux. Enfin, peut-être dans les hôpitaux européens, parce qu'on a des aiguilles de VRS à usage unique qui piquent bien, etc. Quand les aiguilles de VRS ne piquent pas bien, c'est là où ça devient dangereux. Et moi, les seuls endroits où j'ai fait de l'open, c'est en Afrique. Voilà. Tout comme toi. Et le seul endroit où j'ai eu un arrêt cardiaque lors du pnéo-péritoine, c'est en coopération en Afrique aussi, parce que l'anesthésie, c'était pas parfait, etc. Ma question, c'était, est-ce qu'il n'y a pas il y avait pas une équipe militaire, là, avec un hôpital militaire à N'Djamena? Il est parti. Non, mais il était à l'époque, non? Non, Alors, il est parti il y a 15 jours. Non, et alors, je voulais savoir, est-ce qu'il y a il y avait une coopération? Est-ce que je profite de la présence du général Ponce ici? Est-ce qu'il y avait une coopération entre la santé militaire et la santé civile, etc.? Alors, je ne sais pas dans les dernières, mais assez régulièrement, on collaborait avec l'hôpital militaire d'instruction, la chimie de N'Djamena, qui est l'hôpital militaire de N'Djamena. On allait de temps en temps opérer chez eux, ou enfin voir avec eux. Et de la même manière, il y avait des collaborations en fonction des équipes et des chirurgiens avec l'hôpital de référence nationale. Oui, bien sûr, il y avait des collaborations. Ou des patients qu'on
qu'on leur a envoyé ou qui nous a envoyé, ça existait régulièrement. Mais l'antenne chirurgicale a fermé au mois de février. Hein, Oui, si c'est ça, oui. c'est exact. Je vous confirme. Je voudrais préciser que jusqu'au moment du départ de l'antenne, nous avions eu même une dernière période où il y avait une très bonne collaboration en ce qui concerne les fractures, la prise en charge des fractures en urgence qui nous pose beaucoup de problèmes. Donc, nous avions fait un protocole avec les collègues de l'hôpital, les collègues français de l'hôpital militaire et ça marchait très bien au bénéfice de la population civile. Et puis, bon, historiquement, ce sont d'abord les médecins militaires qui avaient officié au niveau de l'hôpital général. Moi, j'ai repris le service de chirurgie viscérale de notre regretté confrère Dumergier. Et donc, historique qui était militaire, oui. Voilà, merci. Merci. Dernière question. Je voulais juste parler de l'aiguille de Vince. Nous, actuellement, dans la formation des chirurgiens en chirurgie laparoscopique, ce que nous faisons, c'est que nous leur enseignons que lorsqu'on débute, c'est mieux de tout voir. Donc, nous pensons que c'est mieux pour un débutant de faire une open cellule. Sinon, je suis d'accord que dans la routine, il n'y a pas de différence démontrée. Merci. Juste une petite chose pour la même chose. L'Open Celio, pour moi, dans ces conditions-là, avec des jeunes étudiants, des internes, c'est Open Celio, pour moi, sans discussion. Même si, bien sûr, je suis d'accord, il n'y a pas de différence entre les deux, ça, je suis d'accord. Mais je dirais même qu'en France, dans mon hôpital, avec les internes qui débutent, je leur enseigne en Open Celio. Et en Afrique, enfin partout, dans les missions Open Celio, toujours.